Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain, ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport. Au sommaire, elles ne portent pas le même maillot mais ont partagé le même terrain le temps d'une soirée. Retour sur le week-end handball 100% féminin au gymnase de la Rotonde à Strasbourg. Waterpolo zoom sur le club de Mulhouse qui affrontait le leader de National 1 samedi soir. Et un derby alsacien en rugby entre Strasbourg et Thann. Et on va parler football, on parlera également de plein d'autres choses, mais on va parler hand de fauteuil, notamment avec le tournoi qui se déroulait ce week-end à Célestat. On accueille Benjamin Brun et Franck Cossel, bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé tous les deux à ce tournoi de handball fauteuil, donc il y avait 9 équipes qui se sont retrouvées à Célestat, l'occasion de nous faire découvrir cette discipline. Comment la grosse particularité, on le redétaillera tout à l'heure, c'est que les gens en fauteuil jouent avec des valides, enfin on joue tous en fauteuil, mais il y a des valides et des gens en situation de handicap. C'est un mélange forcément un peu particulier. C'est un mélange particulier. Et l'avantage qu'on a, c'est que les personnes valides voient notre handicap, quoi. Benjamin Brun, ça donne forcément une ambiance, une touche un peu particulière à cette discipline. C'est justement après l'aspect positif de la chose, c'est l'échange entre le milieu valide et le milieu handicapé. Donc du coup, l'handicapé, on va lui dire, ça va lui mettre un peu des coups de pied au cul pour lui montrer que la vie, elle avance, quoi. On peut faire plein de choses. Et l'inverse, comme il disait Franck, le valide, il va se dire, ça ouvre les yeux un petit peu Tout à fait, ouais. Des valides aussi. Vous restez avec nous, on en parlait bien sûr dans cette émission. On commence avec du football, Marine. Je vous emmène une petite piqûre de rappel pour si vous n'avez pas suivi la qualification du Racing. C'était en Coupe de France ce week-end. Ça va aller très vite avec Angoulême, un club de National 2 qui ouvre la marque sur son terrain. C'était samedi après-midi, la réaction du Racing en 10 minutes, le joli mouvement collectif et l'égalisation de Kevin Zoe. Et attention les yeux, le 1-2 entre Thomasson et Djoki et la frappe enroulée de Thomasson, pleine lucarne, les Strasbourgeois qui enchaînent. Thomasson, encore la très belle ouverture pour Ludovic Ajorc, c'est conclu par Bellegarde au 6 mètres et juste avant la mi-temps ce joli coup franc et cette frappe encore pleine lucarne. Strasbourg a marqué 4 buts en 10 minutes, 4-1 et puis 5-1 finalement grâce à ce penalty marqué et obtenu par Ludovic Ajorc. Le Racing se qualifie donc pour les huitièmes de finale. Le tirage au sort c'était hier soir. Le Racing se déplacera à Marseille pour son huitième de finale, ça sera le mardi 28 pour conclure un mois de janvier complètement dingue. Regardez le calendrier du Racing de ce mois de janvier, 6 matchs, tous à l'extérieur. Il y a eu 2 qualifications en Coupe de France, une élimination en Coupe de la Ligue à Reims, une défaite à Metz en championnat. Et la suite, pour les 2 derniers matchs de janvier, déplacement à Monaco ce samedi soir. Et puis dès mardi, le 28, donc dans 8 jours, le déplacement sur la pelouse du Vélodrome. Pour retrouver la Méno, il faudra attendre le samedi 1er février et la réception de Lille Marine. Basket, enjeu de taille pour la SIG qui se déplaçait ce week-end à Nanterre. Match entre le 8e et le 9e. Les Strasbourgeois sont en tête à la fin du premier quart-temps. Ils mènent 17-21, mais la suite est beaucoup plus compliquée. Dans le deuxième, ils encaissent 32 points. Et voilà leur menée 49-43 à la mi-temps. Et ensuite, des failles encore en défense et un manque de réussite en attaque. Les Sigmen s'inclinent 70-85. Cette défaite est la 5e consécutive en Jeep Elite et la 8e toute compétition confondue. Au classement, il faut regarder vers le bas, c'est plutôt inhabituel ces dernières années. La SIG se retrouve 10e à 2 victoires du top 8, synonyme de play-off, mais aussi à seulement 2 victoires d'avance sur le premier relégable. Prochain rendez-vous uniquement à domicile cette semaine pour les Sigmen. Ils reçoivent d'abord mercredi Sassari pour un match de Champions League et ensuite ce sera Orléans pour un match de championnat ce week-end. Ouais, il va falloir réagir rapidement du côté d'Uranus. Je vous emmène à la salle de la Rotonde à Strasbourg, une des grandes salles strasbourgeoises, sans club résident, avec c'était l'événement du week-end, ce week-end de 100% handball féminin, samedi et dimanche, plusieurs affiches, dont en orange les filles de la SPTT Strasbourg, habituées à jouer les premiers rôles en National 1, elles sont actuellement 4e. Elles recevaient Épinal en noir, un des mal classés, une seule victoire pour les Vosgiennes pour l'instant. La SPTT qui était devant pendant tout le match, mais qui s'est fait une grosse frayeur en étant rattrapée à 25 partout dans la fin. Elles ont plutôt bien géré, heureusement, les 3 dernières minutes. Et Marine, vous vouliez le selfie de la victoire la semaine dernière, le voilà. Les filles de Maxime Fistolas s'imposent donc 29-26. Elles sont donc 4e à l'issue des matchs allés, à 2 points seulement de la 2e place. Et puis ça, c'était le premier des 2 grands matchs de la soirée. La plus belle affiche, c'était à 21h. Sur ces images, vous le voyez, la victoire, le match entre les filles de l'ATH, la Renheim Truschersheim Handball en noir et Saint-Amand en jaune. Saint-Amand, c'est du lourd, un club relégué de l'élite qui veut remonter rapidement, leader avec une seule défaite cette saison. Et les filles de l'ATH, elles vont clairement jouer le maintien cette année, elles vont jouer les playdowns.
On avait un petit peu peur avant ce match, et on avait tort. Les filles d'ATH ont sorti un très très beau match faisant jeu égal pendant toute la première mi-temps avec le leader. À la mi-temps 14 partout, le leader qui accélère Saint-Amand un petit peu en début de seconde période. Résultat, un 5-0 qui fait mal et qui leur permet de se détacher au tableau d'affichage, 19-15. Mais les Alsaciennes vont réagir et reviennent dans la partie. Elles recollent jusqu'à 24-24 à un peu moins de 5 minutes de la fin, grâce notamment à Dalila Abdeslam. 12 buts pour la capitaine de l'ATH samedi soir. Grosse performance, mais en manque de rotation, les Alsaciennes finissent par craquer un petit peu sur la fin. Elles s'inclinent finalement 30-26, mais elles ont opposé une très très belle résistance pendant plus de 50 minutes au leader du groupe. Là, ça sera direction play-down donc pour les filles de l'Arenheim Troschorsheim handball. Écoutez tout de même Dalila Abdeslam, la capitaine, plutôt satisfaite malgré tout du contenu de cette rencontre. C'est une grosse satisfaction, on leur a tenu tête, c'est une équipe qui prétend monter en LFH. Qui vient de descendre. On n'a pas à rougir honnêtement de ce qu'on a proposé ce soir. On manque un peu de rotation, on est un peu cramé sur la fin, mais je suis fière de ce qu'on a proposé aujourd'hui parce qu'on a vraiment été des guerrières, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc aujourd'hui vraiment je tiens à féliciter les filles et j'en profite aussi pour féliciter tous les bénévoles qui ont œuvré pour nous offrir une belle soirée et surtout un beau week-end 100% de balle féminin. Le sport féminin était donc à l'honneur ce week-end, l'occasion de parler également Jeux Olympiques. Oui, parce qu'il n'y avait pas que des handballeuses, alors il y avait des handballeuses sur le terrain, mais dans les tribunes, il y avait plusieurs athlètes féminines de la région qui avaient été invitées. L'occasion de faire un petit point avec Charlotte Lembar, l'escrimeuse qui est sur la route de Tokyo. C'est plutôt bien parti pour elle, pour les JO. L'équipe de France est quasiment qualifiée déjà pour le Japon, pour les Jeux au Japon. Et elle, à titre individuel, est plutôt bien placée aussi pour avoir sa place en équipe de France. Elle était revenue très déçue et sans médaille des Jeux de Rio il y a 4 ans. Elle est toujours ambitieuse puisque l'équipe de France a été médaillée aux derniers mondiaux en 2017, en 2018 et en 2019. L'idée évidemment c'est de préparer au mieux cette dernière Olympiade. C'est aussi la dernière, donc je pense que je savoure aussi chaque instant de l'escrime que je vais pouvoir produire, du temps passé avec mes collègues, voilà, toutes ces choses et je pense que j'ai les capacités aussi de le faire et je suis avec un prépare mental depuis quelques mois. Et ça joue énormément aussi sur mes résultats. Et je pense que ça fait une grosse différence. Il reste 3 épreuves qualificatives pour les JO pour Charlotte Lembar et puis pour les autres sabreurs et sabreuses alsaciennes. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler ces prochaines semaines. Gros plan cette semaine, Marine, sur du waterpolo. On est habitué à suivre Strasbourg. Vous vous êtes intéressé du coup cette semaine au club de Mulhouse qui jouait ce week-end. Oui, ils évoluent en National 1. C'était la fin de la trêve pour eux. Ils accueillaient Aix-en-Savoie samedi soir à la piscine de Lilleberg à Mulhouse. Aix-en-Savoie, leader invaincu du championnat. Mulhouse en rouge est mené 3-1 après 5 minutes de jeu. Mais dans le deuxième quart-temps, ils reviennent à égalité et parviennent même à passer devant. À la mi-temps, il y a 6 partout. Les jeunes Mulhousiens tiennent bon face à l'expérience des visiteurs qui ont pour objectif de rejoindre l'élite la saison prochaine. Et si je dis jeunes, eh bien c'est parce que dans l'eau, 80% des joueurs ont moins de 20 ans. Parmi eux, vous l'avez vu, le gardien Rémi Bournonville qui a 19 ans. Et dans le public, eh bien jeunes et moins jeunes. Quoi qu'il en soit, les gradins sont pleins. Et puis c'est souvent rare dans les piscines de France, surtout à ce niveau-là. Dans l'eau, c'est plus compliqué. Après la pause, Aix-en-Savoie accélère le rythme et Mulhouse est moins efficace en défense. Résultat, ils sont menés 7-12 au début du dernier quart-temps. Un écart de 5 buts que les Mulhousiens ne parviendront pas à réduire. Écoutez le capitaine de l'équipe. C'était pas facile. Après, à domicile, on était invaincus. On avait réussi à battre les 2e et 3e. On aurait pu faire mieux, mais je pense qu'on méritait quand même pas de gagner ce soir. Mulhouse se retrouve donc 7e au classement. Objectif de la saison, le maintien pour devenir un club solide de National 1 et pourquoi pas évoluer dans les prochaines années dans l'élite. Mulhouse a les capacités de le faire. La taille du bassin de Lilleberg permet de jouer dans les conditions du haut niveau. Ce n'est pas toujours le cas en National 1. Et le club est connu pour sa formation. 50% de l'effectif de l'équipe 1 est issu du club. De nombreux jeunes sont également partis jouer dans des clubs élites, voire en équipe de France. Il manque juste un petit détail, c'est l'argent. Le club a lancé une cagnotte en ligne pour recruter un entraîneur. On a un dynamisme incroyable avec les bénévoles et les parents du club qui se donnent énormément. Les jeunes qui s'entraînent tous les jours, les joueurs de l'équipe 1 qui s'entraînent tous les jours, malgré des emplois du temps pas forcément toujours faciles. Et à l'heure d'aujourd'hui, la seule problématique qui nous permet encore de passer une étape, c'est l'aspect financier. On manque encore de reconnaissance locale, on manque encore d'aide financière au niveau local,
que ce soit les instances publiques comme privées. On a le potentiel et on a les capacités. Et vraiment, c'est le point qui nous aiderait. Allez, on a parlé handball tout à l'heure, on va parler hand fauteuil avec nos invités Benjamin Brun et Franck Cossel du club de Célestat. Célestat, on connaît évidemment la version valide qui joue en Pro League. Il y a une section, alors il y a une section e-sport aussi au SHB, il faut le savoir quand même. Il y a une section hand de fauteuil. Marine, vous êtes penchée avec Vincent Bessière qui a fait les images sur le week-end de compétition de ce week-end. Et cette section, justement, elle existe depuis la saison 2014-2015. Ce week-end, du coup, le club organisait la 5e édition du tournoi de hand fauteuil. 9 équipes venues de toute la France se sont affrontées. Alors dans les équipes, on le disait en début d'émission, au moins 2 personnes à mobilité réduite, mais aussi des valides. Les règles restent quasiment les mêmes qu'au handball traditionnel. Seul changement, 5 joueurs de champ au lieu de 6 habituels. Des buts un petit peu plus réduits et des petites particularités concernant les marchés et reprises de dribble dues au fauteuil. Côté compétition, 2 équipes célestadiennes engagées. Le SAHB 1 remporte la compétition avec 10 victoires, 1 nul et une seule défaite. Et l'équipe 2 termine, elle, 6e. Alors, c'était pas une première de remporter ce tournoi, vous l'avez déjà fait l'an passé. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas la première fois qu'on le remporte chez nous à domicile, quoi. Fallait rester maître à domicile, c'est aussi un des... Ouais, ça fait du bien de gagner à domicile. Après, il faut dire aussi que c'est une étape du challenge, donc c'était la 3e étape pour la poule Nord, et on a fait un peu un faux départ par rapport aux autres saisons, où le premier tournoi contre on est passé à côté, donc du coup, là, la victoire a été vraiment essentielle, quoi. Jusqu'où on peut aller une fois qu'on a fini cette première phase, il y a une... Du coup, il y a une phase finale, enfin des finalités, du coup, qui regroupent toutes les équipes, donc de la poule Nord et de la poule Sud. Donc il va y avoir une finale haute entre les premiers de la poule Nord contre les premiers de la poule Sud, et une finale basse entre les derniers de la poule Sud contre les derniers de la poule Nord. Et ça se passera à Besançon fin juin. Ouais. Et le niveau en France, alors, il est comment? Il y a de grosses disparités en fonction des régions ou c'est à peu près... Maintenant, ça s'égalise. Ouais. Il y a encore 2-3 ans, il y avait un petit écart, mais maintenant, au fur et à mesure, le sport prend de l'ampleur. Donc indirectement, le niveau augmente. Et là, actuellement, ça commence à être serré, quoi. La particularité, on le disait en introduction, c'est que, comme dit, il y a des valides qui se mettent en fauteuil pour jouer avec vous. C'est une obligation faute de joueur ou c'est vraiment un parti pris spécifique à cette discipline au départ? Ouais, je dirais que c'est un peu des deux. Ouais. C'est un parti pris justement parce que à la base, il faut savoir que ça part du hand d'ensemble, donc qui regroupe un peu tous les handicaps, qui regroupe aussi tout ce que le hand valide de compétition ne peut pas prendre en quelque sorte. Et au fur et à mesure, ça fait quelques années que ça existe, ça s'est développé, et nous on a décidé de privilégier le côté compétition parce qu'on ne verrait pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Et donc du coup, on commence à monter les règles. Là, à l'heure actuelle, c'est 2 handicapés minimum sur le terrain. Après, on espère pouvoir monter plus d'handicapés sur le terrain et voir peut-être à terme une sélection. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'avancer avec la fédération, donc c'est plutôt bon signe. Franck, on le voit dans le jeu, c'est très proche en fait du handball valide classique entre guillemets. Enfin, ça se rapproche beaucoup. Pour les valides, ça fait pas forcément beaucoup de changements en termes de jeu en tout cas. En termes de jeu, non. Pour les valides, le plus dur, c'est l'apprentissage du fauteuil roulant, ce qui est totalement normal. Mais après, c'est vrai qu'on utilise les mêmes règles. Hein. Je veux dire, ça reste du handball, quoi. On n'a pas nos propres règles et on veut se baser, à la base, on veut faire du handball. Donc on veut se baser sur les règles du handball, quoi. Et comme au handball, il y a beaucoup de contacts. Je vous propose de regarder ces images. Alors, des contacts entre fauteuils. Et puis, il y en a pour qui les contacts sont plus ou moins durs. Et ça va même jusqu'à la chute. Regardez cette action. Voilà, avec quelqu'un qui est tombé et qui a même eu du mal à se relever. C'est costaud sur le terrain. On aimerait que ça soit même encore un peu plus costaud. Après, c'est que comme on est en cours de développement. Moi, j'ai eu la chance par avant de faire du handi-basket, parce qu'à la base, je suis un joueur de hand et suite à mon accident, je cherchais un sport collectif à faire, donc, en l'occurrence du handball, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai commencé par du basket et à l'heure actuelle, le basket pour moi a plus de contact que le handball. Après, le handball est encore en train de se développer, donc on espère que ça avance. En tout cas, ça en prend la bonne direction, c'est plutôt chic. Ouais. Du coup, c'est quoi? C'est le cliché, entre guillemets, les gens en fauteuil maîtrisent évidemment dans le fauteuil et les valides arrivent à parfois éclater. Parce qu'il y a des joueurs de handball valides qui vous rejoignent aussi, qui jouent parfois en valide et qui jouent en valide et en handi. Après, donc, du coup, ils vont avoir la particularité d'avoir la vision de jeu, voilà, de savoir comment ça se passe. Par contre, ils auront la maniabilité du fauteuil en moins. Et du coup, voilà, ça se complète à quelque part. Et du coup, le but, c'est justement, en gros, comme dans la vie, quoi, que l'handicapé puisse aider le valide et que l'inverse se passe aussi. Enfin, voilà, c'est donnant-donnant et c'est sympa, quoi.
Après, pareil aussi, c'est mixte homme-femme, c'est intergénérationnel, il y a aussi bien des enfants que des adultes, donc on va dire c'est une bonne ambiance. Après, on aimerait bien que ça devienne un peu plus compétition quand même, mais ça viendra à terme quand la Fédé aura décidé de développer un championnat. Ouais. Justement, la discipline n'est pas encore reconnue par la fédération ni handisport ni de handball. Alors c'est pas vraiment qu'on n'est pas reconnu, on va dire qu'on fait quand même tout ça sous l'effigie de la fédération. Par contre, on ne peut pas faire de championnat parce que pour le championnat, il faut que la Fédé approuve cela. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, c'est encore un challenge, mais il va y avoir des élections au niveau des instances fédérales, donc ça risque de bouger. En plus, on aura Paris 2024 avec les Jeux paralympiques. C'est peut-être l'occasion effectivement de mettre un coup de fouet. Donc on verra, on aura peut-être des surprises. Une place à prendre effectivement. Juste un mot aussi sur le fait d'être une section du Célestat Alsace Handball, l'équipe historique entre guillemets du hand alsacien. Ça apporte quelque chose, c'est un plus, c'est un choix du club aussi au départ. On voit c'est les mêmes maillots, c'est les tenues, même logo. Ça c'est voulu, en gros on va dire c'est la famille du handball. Ouais, après le fait d'être dans le SAHB, ça a plusieurs points positifs. Déjà le fait d'être dans une maison de handball. Donc on a déjà toutes les infrastructures qui sont faites pour, on a des gens formés dans le handball qui sont là aussi pour nous épauler. Et puis à côté de ça, Célestat, on a aussi la position Centre-Alsace qui nous permet aussi, niveau handicap, de pouvoir, on va dire, essayer de recruter toutes les PMR d'Alsace, voire plus loin si on peut. Le but du jeu, c'est dans le sport handicap, ce qui est compliqué, c'est que le sport ne vient pas à ta porte. Toi, en tant que en situation de handicap, c'est à toi de faire le geste d'aller vers un sport. Donc l'avantage stratégique, c'est que Célestat, c'est au milieu de l'Alsace, quoi. Donc on peut prendre le Bas-Rhin, Haut-Rhin, c'est ça l'avantage. C'est plus simple d'attirer des joueurs ça, du coup. Ça c'est sûr. Vous restez avec nous tous les deux, je vous emmène faire une petite pause, si on peut dire, du côté du rugby, avec un derby en honneur, la 6e division entre le Strasbourg, lapsus intéressant, le Strasbourg Alsace Rugby, qui a pris la suite du Rugby Club de Strasbourg, qui avait été liquidé il y a quelques mois. Derby contre Tannes en noir, les ambitions évidemment ne sont pas les mêmes. Strasbourg qui est reparti avec deux entraîneurs, anciens joueurs pro, et surtout avec un gros vivier de ces jeunes, qui font une saison épatante en honneur, un petit peu surdimensionné pour l'occasion. Les Strasbourgeois qui se sont régalés dans ce derby avec une grosse pression de leur coach pour qu'il soit sérieux jusqu'au bout, mais grosse domination des Strasbourgeois qui ont marqué 3 essais dans les 7 premières minutes dès le départ. Ça a été très compliqué pour les Haurinois qui ont quand même tenu à jouer le jeu, à ne jamais fermer, à tenter de percer la meilleure défense du championnat. Effort récompensé à la demi-heure de jeu pour Tannes qui va tout de même encaisser 9 essais rien que dans la première période. Le score évidemment et le bonus étaient en poche depuis longtemps pour Strasbourg qui ont continué à dérouler. Strasbourg leader, 8 victoires, 1 nul, meilleure attaque, meilleure défense du championnat. Évidemment, il n'y avait pas photo sur le pré-score final pour les Strasbourgeois. 14 essais au total finalement et 90-7 pour les Alsaciens, avec une mention pour leur buteur Louis Flavier, 18 ans seulement, et auteur d'un joli 10 sur 14 au pied, et plus de transformations qui ont fini sur le poteau. Ça se finit comme d'habitude dans le bon esprit du rugby. Les choses sérieuses pour Strasbourg, il faudra attendre la mi-mars pour le début des phases finales pour tenter de briguer, pourquoi pas, la montée en Fédéral 3, rejoindre Colmar, Haguenau et Ilkirch. On écoute Nicolas Kaiser, l'un des entraîneurs de ce club strasbourgeois. On est dans les clous de ce qu'on s'était fixé. Pour l'instant, on est toujours invaincu, mais on ne se satisfait pas de ça. Il y a une deuxième phase qui arrive avec 4 équipes qui auront fini dans les 2 premières de chaque championnat. Et là, les vrais, ça sera en guise de phase finale. Ça sera une phase finale. Hein. Le premier montera. Donc il faut continuer. C'est pour ça qu'on est exigeant avec eux, parce que les gros matchs vont arriver et il va falloir qu'on soit prêt le jour J. On n'aura pas le droit à l'erreur sur la deuxième phase. Et on suivra bien sûr l'aventure des Strasbourgeois dans ce championnat. Marine, on passe à la crème des réseaux, l'actualité sportive vue sur Internet et ailleurs. C'est tout de suite. Alors ce soir, une question. Quels critères permettent de dire qu'un sport est un sport ? Voilà, vous avez 6 heures. Non, je blague. Je vous propose de regarder ces images et on en parle juste après. Niche qui pousse Bacroute qui ne touche pas Erlaché. Mais comment il fait Yann Erlaché pour tenir la voiture? Regarde la roue arrière, elle va dans tous les sens. Je ne sais pas comment Dernier tour pour cette finale et Erlaché toujours devant le groupe de furieux. Vous l'avez entendu, il s'agissait d'un Alsacien, Yann Erlaché, qui participait ce week-end à une course de voiture électrique sur glace. Alors pour vous, c'est un sport, ça ? Ah oui. Oui, totalement, oui. Mathieu aussi ?
Je vois où vous voulez en venir. Vous voulez dire qu'on est assis dans la voiture, c'est ça? Non, mais la question, elle est ouverte. Vous On pouvez parle de dire ou sport non. auto et de sport mécanique, c'est vrai. Ok, bah alors c'est un sport. Image suivante, regardez. Avec sa voiture blessée, mais il continue quand même. C'est le pauvre cerf qui est attaqué par les... On va revenir. Alors, parce que c'était ça, on l'a pas déjà vu. celle-ci, décidément on aime bien les courses auto. Regardez maintenant les bonnes images. Alors, ce sont des Alsaciens aussi qui participaient ce week-end au championnat du Grand Est de danse de salon. Ça se passait à Mulhouse. Alors, pour vous, danse, sport, pas sport? Ouais, sport. Ouais, ok, bah, à l'unanimité, sauf pour Mathieu, parce qu'à la J'ai rien rédaction... dit, je ne me suis pas prononcé. Ouais, je vous demande. Ils sont épatants, hein, les deux. Oui, c'est des très jeunes Mulhousiens qui sont très très forts, qui iront au championnat de France de danse de couple, justement, qui sera organisé en mai à Mulhouse. On passe à une autre discipline, regardez. Donne-nous une deuxième, s'il te plaît. Regarde, qu'est-ce que je fais? Alors ça, c'était des images de ce week-end au Colmar eSport Show. Plus de 1000 compétiteurs étaient réunis au parc des expositions. Alors pour vous, le gaming, sport, pas sport? Joker. À partir du moment où il y a de la compétition, pour moi, c'est toujours du sport. Ouais. Ah, ça c'est une bonne pirouette, Ouais. j'aurais dû prendre celle-là. En plus, faut pas vous fâcher, parce qu'à Célestat, il y a la section, comme dit Yann Fauteuil, il y a aussi la Oui, section en plus, e-sport. ouais, Ne vous fâchez pas avec les copains du club. Bon voilà, c'était un débat qui reste encore ouvert. En parlant justement de e-sport, regardez ces images. On a pu voir dans les allées du show des gens qui jouaient au sabre. Mais on a aussi pu voir ça, regardez, c'est un peu plus spécial. Ça, c'est moins sport, je pense, par contre. Je crois qu'il a dit oui. Voilà, c'était une demande en mariage d'une femme pour un homme. Les rôles étaient inversés. Bah, c'est ça le monde moderne, Marine. Faites pas votre choqué là. Donc là, le sport, la danse, vous suivrez, hein, c'est décidé. Ah oui, moi je serai là au championnat de France, j'irai. Vous participez ou... Non, j'irai filmer. Vous irez filmer, impeccable. Oh, merci beaucoup Marine. Allez, 2 petites minutes avant de se quitter, on termine avec nos invités. On parlait de hand fauteuil après cette compétition à Célestat. La suite de la saison, du coup, c'est cette victoire à Célestat, elle vous remet en course pour la qualif, pour les finalités? Ah oui, totalement, ouais. Ça nous remet bien en course. Ouais. On aura encore un plateau du côté de Saint-Marcel-Vernon au courant avril, il me semble. Et puis après, ça sera direction des finalités fin juin. Ouais. On arrive à... Combien de joueurs déjà il y a dans le club? Comment on arrive à faire une équipe en étant présent au quotidien à l'entraînement? Pas forcément en termes de logistique, de déplacement, etc. C'est forcément toujours plus compliqué pour une équipe. Surtout les déplacements, parce qu'effectivement, en plus de transporter les joueurs, il faut qu'on puisse transporter tous les fauteuils. Donc on se doute bien quand... Parce qu'il y a 2 fauteuils, hein, pardon. Il y a le fauteuil, le fauteuil de déplacement tous les jours et le fauteuil de sport. Donc quand on transporte une personne handicapée pour jouer sur un tournoi, on a son fauteuil de ville et en plus son fauteuil de sport. Et donc ça commence à faire pas mal. Après, comme dit, c'est là où aussi on a la chance d'être au SAHB, c'est qu'il y a déjà des minibus. Donc quand ils sont dispo, on peut les utiliser. Et voilà, après sinon c'est comme un peu tout qui commence, il faut qu'on trouve les moyens d'y arriver et de se débrouiller pour pouvoir parvenir à nos fins, quoi. Et si on cherchait toujours des joueurs, s'il y a des joueurs handis, mais aussi on a compris que si les joueurs valides pouvaient venir. On en cherche plus des handis, mais après ouais, tout est ouvert à tout le monde. Ouais. C'est ouvert à tout le monde. Ouais. Marine, vous voulez essayer après la danse? Pourquoi pas? Essayez tout ou presque. Pas de souci. Samedi matin. Pour les chevilles. Oui, il y a quand même des particularités au niveau du fauteuil quand même. Tout à fait, ouais, sur les fauteuils de sport, on va avoir un carrossage pour qu'il soit plus maniable et après ça va dépendre aussi de l'handicap de la personne. De la personne, du gabarit de la personne qui est dessus, ça va être vraiment lié par rapport au centre de gravité, de tout bien calculer. C'est assez technique. Ouais. Une fois qu'on maîtrise, il faut une bête de course. Avis aux amateurs en tout cas, si vous voulez rejoindre, que ce soit handicapé ou valide, vous pouvez donc rejoindre la section hand fauteuil du Célestat Alsace Handball. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter cette discipline ce soir. Et puis on suivra évidemment la suite et la fin de cette saison pour vous. Marine, on vous retrouve lundi prochain. Oui. On parlera danse, promis. C'est un long combat. Je vais être accusé d'un machisme horrible. Allez, on va continuer ce débat hors plateau. On s'arrangera, et puis si elle n'est pas là lundi prochain, vous saurez pourquoi.